Analyse. Première partie. Débunker certains propos sur les Pokémon paradoxes du passé. De 1. En effet, sur la toile, il y a eu de nombreuses personnes qui ont parlé par rapport aux incohérences, qui ont critiqué les incohérences. Par rapport à ça, c'est soit des interrogations, car par rapport, particulièrement pour les Pokémon du passé, que soit parce que ce sont des questions et que par rapport au domaine de paléontologie et de biologie, ils ne sont pas forcément des experts, ou soit c'est de la mauvaise foi. Alors, initialement, j'avais pu trouver ces critiques-là par rapport à deux vidéos de deux vidéastes, mais que malheureusement, j'ai pas pu retrouver les chaînes en question et les vidéos avec. Mais que à l'époque, quand j'avais écrit cet épisode-là, j'ai noté les différents reproches et duquel j'ai répondu. Je viens ici prévenir que je suis pas là pour venir faire du drama, venir insulter tous ceux qui critiquent par rapport au paradoxe. Je suis simplement là pour répondre à des interrogations. Traduction, on va niquer des gueux. Déjà pas non plus, Richard. Qu'est-ce que c'est cette merde? Le v'là l'hérétique. Le fan de la noble qui est là, ce traître. Qui êtes-vous? Nous sommes les vrais fans de la 5G et de la 4G. Les puristes, les vrais, ceux qui aiment les jeux de mon goût. Tandis que tout ce qu'il y a après la 6ème génération, c'est de la pure hérésie. C'est qui ces mecs-là? Les gays, c'est les mecs qu'à chaque fois qu'ils voient un jeu de la 4 grammes ou la 5 grammes, ils ont les tétés et le kiki qui pointe. Non, t'es sale, Richard, non. Non, même là, non, c'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites chez moi? Notre objectif est simple. Nous sommes là pour te purger tout ce que tu as pu commettre en disant que la 9ème génération n'était pas si mal alors que c'est la pire de tous. Sérieux? Non mais... Sérieux, le jour où vous dépensez des tonnes de moyens de faire une infraction chez des gens, juste parce que je vais répondre à des critiques qui vous intéressent. Allez-y, prouvez-moi. Essayez de prouver pourquoi j'aurais tort. Pour commencer, les noms des paradoxes. Pourquoi c'est sinon la cour alors que ce sont juste des Pokémon du passé ou du futur qui existent à notre époque? Tu peux répondre? Alors par rapport à ça, j'ai deux choses à dire. Quand les explorateurs ont découvert ces créatures, ils ont dû leur donner des noms de code ou d'où les noms composés pour se repérer et que depuis, ils ont eu pas le temps de suffisamment les étudier pour donner un nom complet comme les autres Pokémon. Ou alors, c'est qu'ils ont cru que ce n'était que leur imagination et qu'ils en sont restés juste à des noms de créatures fantastiques. A noter que ces noms simplistes se basent sur les caractéristiques visibles du Pokémon afin qu'on identifie facilement l'espèce en question, même si ils auraient mérité un nom plus élaboré comme Miraidon et Coraidon. De deux, on a le cas de Coraidon et Miraidon, c'est simple. Les professeurs Olim dans Écarlate et Touroum pour Violet ont non seulement pu découvrir de leur vivant les deux légendaires, et leur a donné un nom définitif, du moins un nom complet. De plus, en paléontologie, ça arrive que des espèces changent de nom au cours des recherches comme Parasitarium qui était initialement nommé Indricotherium. Pourquoi on les trouve pas à Isui alors que dans Isui, on trouve des versions anciennes de certains Pokémon tandis que eux on les trouve pas? Ici c'est une question qui est intéressante et qu'on va répondre. De 1, la fossilisation est un phénomène rare nécessitant des conditions spécifiques. Afin qu'elle ait lieu, certainement que ces Pokémon vivaient dans des milieux où les conditions de fossilisation n'étaient pas réunies, expliquant pourquoi on n'en retrouve aucun fossile de ces espèces. De 2, l'époque où se déroulent les jeux Legend Arceus peut correspondre à environ l'Antiquité, Moyen-Âge d'Asie, la Renaissance, voire maximum 16e siècle, en vue des moyens techniques vus dans le jeu, donc une époque suffisamment lointaine aux âges anciens où vivaient ces créatures, qui elles ont eu le temps de s'éteindre. De 3, à propos d'un détail non dit, ils ont certes été enregistrés dans le Pokédex de Paldea, car ils ont été ramenés et découverts par des professeurs à Paldea. Mais qui nous dit qu'ils sont forcément originaires de Paldea? Ça se trouve, ils sont peut-être originaires des mêmes régions que leurs homologues du présent. Et leur design qui ressemble beaucoup à leur version du présent, c'est plutôt une flemme artistique. Et
c'est une critique qui, honnêtement, c'est une critique qui me fume. À la fois qui me fume, mais qui me saoule aussi par moments. De 1, c'est logique vu que ces créatures anciennes sont des espèces apparentées à des Pokémon du présent. Donc, ils ont un type en commun et des traits anatomiques en commun, ce qui est cohérent. De 2, on les voit de deux façons. Soit ce sont les ancêtres de ces Pokémon, dans ce cas-là, ils présentent certaines caractéristiques en commun avec leurs descendants, mais disposent d'autres caractéristiques qui leur sont propres à l'espèce préhistorique, qui lui ont été avantageux à son environnement à l'époque. Exemple, Forivore et Dolphin. Ils ont en commun leur aspect d'éléphant et le type sol. Cependant, d'autres caractéristiques les différencient, que ce soit certaines caractéristiques qu'ils possèdent tous les deux, mais ont des différences comme la taille et défense, qui chez Forivore est davantage importante, le dos blindé, qui est de couleur pneu chez Dolphin et mauve chez Forivore, et ainsi que des caractéristiques typiques de Forivore comme les épines roses sur le dos, la fourrure autour des pattes, et sans parler d'une longue queue. Soit ce sont des espèces cousines, dans ce cas, ces espèces seraient les parents les plus proches de certains Pokémon actuels, présentant des caractéristiques similaires. Exemple, Rondoudou et Hurlequeue ont quasiment une morphologie identique, que ce soit la forme du corps, des yeux, aux dispositions des pattes identiques. Hormis la fourrure plus pâle, une énorme mèche de poils sur la tête, et les yeux jaunes au lieu d'être bleus. De 3, pour les formes d'issue et les évolutions exclusives aux formes d'issue, c'est simple. Comme dit plus tôt, non seulement au niveau des périodes, ça ne correspond pas du tout. Et de plus, ici, on parle pas d'espèces, mais de sous-espèces, c'est-à-dire de populations d'une même espèce qui présentent des variations en raison d'un isolement, qu'il soit géographique, écologique, anatomique ou organoleptique, c'est-à-dire des stimuli rapportés au sens du goût, de l'odeur, etc. Pour notre cas ici, c'est de par l'isolement géographique et écologique. C'est pas comme si que les mecs de Game Freak ont repris les cartons des anciens jeux, qu'ils ont enlevé le Pokémon de base et qu'ils ont fait maintenant t'imposes un nouveau Pokémon, aime-le comme tu l'es, comme il est, basta. Non, il laisse toujours la forme de base existe toujours et qui laisse la forme de base qui était apparue dans les anciens opus toujours dans le jeu. Donc au moment donné, et puis même c'est loin d'être une flemme artistique, ça peut être du défi intéressant de reprendre le concept d'un Pokémon, mais l'adapter avec un autre type, et même utiliser d'autres références, d'autres inspirations pour créer une nouvelle forme alternative de Pokémon, et qui peut redonner de l'intérêt aux joueurs pour des Pokémon qui ont été délaissés. Afin de pas non plus qu'en stratégie, ça soit toujours les mêmes Pokémon qu'on se tape. Et pourquoi ils peuvent pas se reproduire, hein? Je crois que vous avez oublié certains éléments. Donc, si, dans d'anciens opus, genre Ultra Soleil, Ultra Lune, et dans l'émission d'Arceus, dont étrangement, c'est des éléments que vous avez squeezés dans un opus que vous avez commencé à défoncer. Je dis ça, mais je dis rien. Allez, pas drôle, Richard. Là, c'est un point intéressant. Intéressant dans le sens où on a un élément qui est présent dans les gens d'Arceus, qui sont même présents dans la 7ème génération, dans la 9ème génération, que ce soit dans les jeux principaux ou même avec le DLC, que on oublie les brèches temporelles. En effet, dans les gens d'Arceus, le joueur se retrouve amené à essuyer grâce à une brèche temporelle. Si dans le cas du joueur, non seulement ça lui a ramené à une période semblant être pas si lointaine de la sienne, mais en revanche, la distance entre l'ère qui ont vécu les Pokémon paradoxes du passé et à notre époque a une distance chronologique colossale, et qu'en soi, on sait pas si ces portails sont sans effet. On a pu observer à Alola des Pokémon qui ont été affectés du fait que l'énergie qui a été déversée depuis les Ultra Brèches les ont rendus plus forts, alors qu'on suppose que l'énergie des brèches temporelles aurait des effets néfastes dégradant non seulement la fertilité et la capacité d'évoluer, expliquant pourquoi ils peuvent pas évoluer et se reproduire. Bien qu'on peut également se poser la question sur Terrapagos, mais lui, j'en parlerai plus tard. Alors, pour le cas des fossiles de Galar, c'est pas pareil, car eux sont des mélanges de deux espèces différentes
créant des chimères absurdes qui n'ont pas de sexe et du coup étant stériles de par le mélange radicalement aléatoire des fossiles. Et puis le fait qu'ils ont été décrits dans le livre écarlate pendant l'expédition, alors que quand on y va dans la zone, ils sont pas présents. Hein, tu peux nous expliquer ça comment? Ah là là, c'est là qu'on va s'amuser niveau théorie. Fameux argument qui alimente la célèbre théorie, qu'on en reparlera dans quelques minutes. En reprenant le point précédent, on peut expliquer cette incohérence. Nous pouvons expliquer par l'hypothèse suivante. L'équipe de Bruyère, avant de leur expédition, ils allaient s'approcher de l'endroit le plus profond, là où vivait Terrapagos, afin qu'il soit protégé et ne tombe pas entre les mains des hommes. Terrapagos ouvre un portail. Dans une cinématique, il est clairement montré qu'il en est capable, en ramenant Professeur Olive au Touroum d'un autre espace-temps, afin qu'ils ne soient pas trouvés, et qu'ils les auraient envoyés dans le passé, ou futur dans Violet, ainsi permettant les descriptions des Pokémon Paradox, et ainsi que la photographie du fort ivoire au roue de fer dans la jungle. Mais l'équipe se font à nouveau emporter par une autre brèche, les ramenant le présent, dans la zone 0. A noter que cette technique n'aurait pas marché à 100% car une mention de Pokémon 10 est citée, même si l'auteur en doute sérieusement. C'est de Golly et Fongusuri, ce sont tous les deux les mêmes. Ok, bon, ça je réponds par... Les deux Pokémon utilisent les motifs de Pokéball, motifs qui sont certainement nés d'une mutation d'un Pokémon champignon, qui utilise pour attirer ses proies avec des motifs colorés. Mais vu que Fongusuri était aussi un Pokémon brutal, aux tendances à foncer dans le tas, soit ça aurait conduit à son extinction complète sans descendance, soit que ses descendants ont abandonné le type ténèbres et le côté fonceur, et qui ont acquis le type poison pour miser toujours sur les motifs colorés de leurs bras et les spores empoisonnés pour infecter leur proie. Bon, c'est bon, vous avez fini les becs? J'ai encore un argument. Quoi? Qu'est-ce que tu veux C'est la théorie des Pokémon imaginaires. Ah, la fameuse théorie. C'est justement la deuxième partie. Deuxième partie. Des Pokémon venus d'autres temps ou des créatures imaginaires. De par les éléments cités plus tôt, dû aux incohérences que les joueurs râlaient dessus, ça a fini qu'une théorie a fini par émerger d'internet et qui est, disons, majoritaire, à savoir la théorie des Pokémon imaginaires. Je vous explique vite fait le truc. Au total, on a 3 théories qui s'affrontent. La première, c'est que ces Pokémon viennent bien de temporalités lointaines, soit dans le passé pour Écarlate ou le futur pour Violet. La seconde est majoritaire, les Pokémon imaginaires. Qu'ils seraient nés de la machine du professeur, plus des cristaux, intérieurs, mais aussi du livre Écarlate et Violet, expliquant les incohérences de l'histoire. Et la troisième théorie, que seul le youtubeur Flomars en a parlé. Et c'est la théorie qui se rapproche de la première, nous expliquant qu'une brèche s'est ouverte dans la zone 0, ce qui a permis de laisser une fenêtre sur une autre époque. Ce cliché, pris par hasard par un membre de l'expédition, n'est autre qu'une brèche, une fenêtre donnant sur une autre époque, voire même un autre monde. Voilà qui explique comment Bruyère et son équipe ont pu apercevoir ces créatures alors que la machine temporelle n'existait pas encore. Le disque Indigo, suite et conclusion du DLC Le Trésor enfoui de la zone 0, devait conclure la nouvelle génération, mais aussi cette histoire des Pokémon Paradox. Est-ce le cas? En effet, Oui et non. c'est à la fin du scénario. Certes, c'est centré sur le Pokémon Terrapagos, Pokémon à l'origine de la terracristallisation, et on constate via une cinématique quand on amène ce Pokémon au lac cristallin à Septentria, il a ramené un professeur Olin Touroum qui semble venir d'un autre espace-temps, ce qui nous montre qu'il aurait la capacité de manipuler l'espace et le temps. Ainsi concluant la vérité sur les paradoxes, ils proviennent bel et bien de temporalités différentes grâce au Pokémon Terrapagos. Leur nature a beaucoup été contestée avant la sortie des jeux, rien qu'avec Coraidon et Miraidon, mais c'est surtout avec Verbe de Fer et Serpento que la théorie des Pokémon imaginaires s'est amplifiée. Mais pourquoi tout ça? Je pense que le fait qu'on a été habitué au fait que les Pokémon légendaires, on les a fait comme des divinités, des héros légendaires ou encore des créatures mythiques, voire des demi-dieux, et qu'ils auraient une aura spéciale. Et que du coup,
voir les Pokémon légendaires comme monture ayant pas un rôle dans la mythologie Pokémon, ou du fait qu'il existe en plus de exemplaires, en a perturbé plus d'un. Et en particulier avec Koraidon et Miraidon, quand on annonçait qu'ils serviraient non seulement de Pokémonture, la communauté Pokémon en a fait des mèmes internet et critiqué par rapport à ce choix de Game Freak. Troisième. Tu nous auras eu enfoiré. Allez, on se casse. Couche. Bon allez, ciao les mecs. Et nous, on a l'épisode à terminer. Qu'est-ce qu'ils étaient chiants, bordel, je te jure. Non, ils m'en les ont brisés. Bon, c'est pas tout, mais oui. On a mis aussi en point de janvier. Ouais, on va enchaîner avec la suite. Troisième partie de la cryptozoologie dans Pokémon. J'ai remarqué que sur internet que dans toutes les critiques et les analyses de Pokémon et cartes violets, aucune vidéo n'a relevé ce point. C'est un point que moi étant passionné de paranormal, oui parce que j'ai une petite passion dans la vie, c'est un détail que j'ai remarqué parce La que cryptozoologie est l'étude des animaux cachés, c'est-à-dire des animaux qu'on ne peut prouver pour le moment, prouver leur existence ou leur absence, comme Yeti ou monstre du Loch Ness par exemple. Si on compare les cryptides de notre monde avec les Pokémon Paradox, on peut trouver des similitudes. Des créatures préhistoriques, oui, pour les paradoxes du passé. Des extraterrestres, roues de fer et mythes de fer sont soupçonnés d'être des créatures nées de technologie alien. En cours des êtres humanoïdes, pommes de fer et gardes de fer y collent. Le fait qu'ils sont considérés comme des légendes urbaines à Paldea, comme les cryptides, les témoins, même si leur existence s'est avérée vraie, mais si peu de personnes connaissent leur existence alors que les cryptides réels, on n'en sait rien à l'heure actuelle. là c'est la dernière partie que j'ai eu une réflexion après l'écriture de ces trois parties-là, qui va nous entraîner vers un scénario plus sombre. Partie 4. La menace Paradoxe. Il y a un moment dans le jeu, vers le final du jeu, on a un dialogue avec professeur Olim Oturum dans l'ascenseur. Là, le professeur Olim Oturum rêvait d'un monde où pourraient cohabiter les Pokémon du passé ou du futur et ceux de notre époque. Mais ces Pokémon sont animés par une énergie primaire venue de temps anciens ou ont obtenu une énergie mystérieuse après toutes ces années d'évolution, ce qui les rend beaucoup trop féroces. Actuellement, une barrière entoure la zone 0, empêchant les Pokémon du futur ou du passé de se propager dans toute la région. Mais récemment, des Pokémon assez puissants pour détruire cette barrière ont commencé à apparaître comme Fort Ivoire ou Roue de Fer. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne quittent cette zone qui leur sert d'enclos et qu'ils subombent dans la région de Paldea. Si cela devait se produire, le riche écosystème de la région serait à jamais bouleversé. Ce dialogue vient renforcer l'enjeu de la fin du jeu, pour stopper la prolifération des paradoxes. Mais imaginez que cette barrière a été détruite, que le joueur n'a pas réussi à stopper la machine, et que ces créatures sont désormais en liberté. Les conséquences seraient catastrophiques entre les écosystèmes qui seraient perturbés et détruits dû aux Pokémon
Pokémon venant d'un autre temps et qui ne seraient pas adaptés à cet écosystème et que l'écosystème actuel ne serait plus adapté aux espèces du passé ou qui ne serait pas adapté aux espèces du futur, ce qui provoquera de nombreuses disparitions d'espèces, les villes et villages qui seraient réduits à feu et à sang par l'agressivité de ces créatures, n'hésitant pas à tuer tout ce qui bouge. On pense à Tête de Fer, Fongusuri ou encore Garde de Fer, qui en sont la preuve. Mais également les épidémies dues aux parasites et maladies que pourraient porter les Pokémon du passé, car nos métabolismes et ceux des espèces du présent ne sont plus adaptés à ces virus et parasites anciens. Et le pire, c'est que certaines de ces créatures, comme Mythe de Fer, Rugilune, Hurle-Queue, Tête de Fer et Flotte-Neige, peuvent quitter Paldea puisqu'ils peuvent voler ou flotter, afin d'aller dans d'autres régions et d'y répandre destruction et mort. Donc imaginez qu'un seul instant que si le joueur n'avait pas réussi à stopper cette catastrophe, la région de Paldea aurait été réduite à feu et à sang, voire même le reste du monde. Débriefing. Qu'est-ce que je pense des paradoxes? Ok, ça va aller vite. Sur ce, je donne mes avis sur chacun des paradoxes. Sur ce, c'est parti. Cet épisode est terminé. Enfin bref, on se retrouve pour la prochaine. Et on a parlé de Terrapagos, mais pourquoi ferait-il ça? Vous découvrirez quand je vais parler de lui, c'est-à-dire le prochain épisode. Allez, à plus les gens!